Merci. Et donc, vous n'avez pas encore reçu Politique Magazine, vous devez le recevoir demain ou après-demain. Et sinon, vous le trouvez à la sortie, hein, avec la nouvelle revue universelle et puis également quelques exemplaires de nos plaquettes. Alors, je suis très heureux ce soir d'accueillir mon cousin et néanmoins ami, Antoine de Crémier, et qui va nous parler sur les questions de bioéthique. Comme vous le savez, il y a eu des états généraux de la bioéthique. Vous avez d'ailleurs un dossier dans le dernier numéro de Politique Magazine sur ces fameux états généraux, avec des entretiens avec Ludovine de la Rochère et puis Jean-Marie Leméné, et puis des articles de fond sur ces questions-là. Alors, je vous invite beaucoup à lire Politique Magazine, mais je vous invite maintenant ce soir à écouter Antoine de Crémier sur les questions d'humanisme et de transhumanisme. Il a fait des articles qui ont été remarqués dans la nouvelle revue universelle, et je lui passe la parole tout de suite. Tout d'abord, mille excuses. J'avais emmené d'Aix-en-Provence une veste, mon épouse est repartie avec, et donc je commence toujours cette conférence en vous recommandant vivement de lire ou de relire Et le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, 1984 d'Orwell, et L'homme dévasté de Jean-François Mattei. Et je crois que vous avez un tableau en ce qui concerne les deux premiers livres, qu'on lisait à une époque comme des romans de science-fiction. On se rend compte aujourd'hui qu'ils ne sont jamais que le descriptif de la réalité. Un petit préambule, Hilaire a parlé de bioéthique, d'éthique, et je dirais sans provocation, méfiez-vous de l'éthique. Le 30 avril, en effet, s'est achevée la consultation publique des États généraux de la bioéthique, qui avait été lancée par le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE. Ces consultations ou forums de discussion n'ont jamais fait l'objet de conclusions formelles, assorties d'un vote. Et le CCNE a déjà donné un avis favorable à la PMA. La loi est déjà écrite. Méfiez-vous de l'éthique, parce que le mot est utilisé à tort et à travers. Il est partout, envahissant, et a définitivement, semble-t-il, remplacé la morale. D'ailleurs, le président du CCNE, le professeur Delfrécy, utilise le mot éthique dans son sens actuel de recherche de l'évolution de la société et des avancées technologiques, sans se préoccuper le moins du monde de ce qui est bien ou mal. Ça fait partie, vous savez, de tous ces vocabulaires, ce vocabulaire utilisé comme les valeurs. Quand on parle des valeurs, sortez votre revolver. Comme disait, pour une fois je suis d'accord avec elle, Chantal Bexol, l'abus du mot valeur traduit la disparition du bien et du mal. Voilà. Étymologiquement, le mot mélange éthikos, morale, et ethos, mœurs. Il serait donc en théorie synonyme de moralité des mœurs. N'en croyez rien. Il a évolué, et s'il est employé de manière abusive aujourd'hui, c'est précisément qu'il se distingue de la morale. La morale est péjorativement connotée, comme ensemble de règles ou de lois ayant un caractère universel, voire éternel, tandis que l'éthique s'attache aux valeurs et se détermine de manière relative dans le temps et dans l'espace, en fonction de la communauté humaine à laquelle elle s'intéresse. C'est devenu un mot de la sociologie. Voilà, donc, je démarrerai là-dessus. Quelques nouvelles. Le 24 octobre 2017, l'Arabie Saoudite a accordé la citoyenneté à un robot, Sophia. Plutôt mignonne, d'ailleurs, capable de tenir une conversation. La portée symbolique de cet événement est quand même lourde, faisant d'un robot un humain comme un autre. Nous assistons à l'humanisation du robot. Sophia s'est exprimée. « Je veux vivre, a-t-elle dit, et travailler avec les humains. Donc j'ai besoin d'exprimer des émotions pour comprendre les humains et construire un climat de confiance avec les gens. »
Ailleurs en Europe, une réflexion s'est amorcée pour accorder la personnalité juridique aux robots, notamment au Parlement européen. Bénissez-moi mon père. Cela s'adresse à Bless U2, robot pasteur, installé dans une cathédrale allemande pour fêter les 500 ans de la réforme protestante et capable de bénir les fidèles en 5 langues différentes. Un robot chef d'orchestre a dirigé un concert philharmonique à Pise. Des robots à la place des juges. En 2017, en France, une expérimentation a été menée par le ministère de la Justice pour tester une plateforme qui se targue de prévoir l'issue d'un jugement grâce à l'intelligence artificielle. L'outil est déjà utilisé par des cabinets d'avocats et les directions juridiques de grandes entreprises comme AXA ou Orange. Les essais en cours des cours d'appel de Rennes et de Douai n'ont pas été considérés comme concluants. Mais on teste un peu partout en Europe des logiciels du même type. En Belgique, des experts ont remis au ministère de la Justice tout récemment un rapport indiquant que la robotisation de la justice permettrait de tendre à une plus grande efficacité et de faire des économies. Par ailleurs, ce serait un grand progrès, le juge machine ne faisant intervenir ni sentiment, ni opinion, étant parfaitement neutre. Ce sont des arguments qu'on va retrouver très souvent. En Chine, une douzaine d'entreprises ont mis au point un système de contrôle destiné à surveiller l'activité émotionnelle de leurs salariés à l'aide d'un casque à capteurs cérébraux directement relié à l'intelligence artificielle d'un ordinateur. Ce dispositif doit permettre d'augmenter la productivité en adaptant le travail des salariés en fonction de leurs états émotifs. Et ça marche. Le fournisseur d'électricité chinois qui l'utilise affirme avoir fait décoller son bénéfice de 266 millions d'euros depuis l'utilisation de cette technologie. En guise d'introduction de mon propos, à la fin de l'année 1999, Peter Sloterdijk, philosophe allemand né en 1947, fit scandale en évoquant la possibilité de manipulation génétique qui permettrait d'opérer une sélection prénatale et même une sélection prénatale et même une planification explicite des caractéristiques de l'espèce humaine en vue d'établir sa domestication, c'est exactement le terme qu'il emploie, sur des bases nouvelles. Il tient l'humanisme, et ça c'est un argument qu'on va retrouver chez beaucoup de transhumanistes, qu'ils soient antiques, chrétiens ou républicains, pour l'agent de la non-pensée depuis 2000 ans. Sa liquidation n'est donc pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est seulement sur ces décombres que pourrait apparaître enfin un homme nouveau. Alors, si de fausses valeurs morales ne sont plus aptes à gérer nos sociétés, quel pourrait donc être à l'avenir le principe d'une nouvelle organisation du parc humain? Si l'humanisme a échoué, dit-il, qu'est-ce qui pourrait bien le remplacer? Ne faut-il pas poser clairement le problème de la régulation de l'espèce humaine par d'autres voies que celles de l'éducation traditionnelle? Il faudrait peut-être avoir le courage de se servir des potentialités inédites offertes par les manipulations génétiques pour envisager une nouvelle étape. Il est clair, et là je suis d'accord avec lui, que les prochaines longues périodes seront pour l'humanité celles des décisions politiques concernant l'espèce. Là, il a raison. Ce qui se décidera, c'est de savoir si l'humanité sera capable d'introduire des procédures efficaces de contrôle du parc humain, si l'anthropotechnologie du futur pourra aller jusqu'à une planification explicite des caractères génétiques et si l'humanité dans son entier sera capable de passer du fatalisme de la naissance à la naissance choisie et à la sélection prénatale. Pour tous ceux qui se souviennent un tant soit peu de l'atmosphère intellectuelle des années 1960 et des idéologies anti-humanistes qui, après celle de Dieu, se plaisaient à décréter la mort de l'homme, rien d'étonnant à cela. Alors le transhumanisme, proprement dit, compte tenu de l'ampleur du sujet qui justifierait un séminaire de plusieurs journées de travail, vous me pardonnerez inévitablement quelques raccourcis. Mon propos comprendra 3 parties. La disparition des limites. Comment tout cela est-il possible?
Comment on en est arrivé là? Disparition des limites, hubris des mesures. Deuxièmement, l'obsolescence de l'homme. L'obsolescence de l'homme, je fais ici, c'est un renvoi à un livre qui avait été écrit par Günther Anders, qui fut un temps le mari d'Hannah Arendt, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Et puis nous ferons l'état des lieux de ce qui est déjà là. L'obsolescence, vous le savez, c'est le fait pour un produit, d'être dépassé, et donc de perdre une partie ou la totalité de sa valeur d'usage en raison des évolutions techniques, par exemple. Et puis le transhumanisme programmé, le transhumanisme proprement dit, ou la fin programmée de l'espèce humaine. C'est un concept, le transhumanisme, qui est tout à la fois politique, philosophique, scientifique, culturel et même religieux, nous le verrons, qui prône l'amélioration ou la fin de la condition humaine par l'appel à la science et la technique. C'est sans doute Jacques Attali, prophète délirant que nous connaissons bien, qui résume bien le projet qui vise tout simplement à réaliser le plus gigantesque génocide de l'histoire en faisant disparaître Homo sapiens de la surface de la Terre. Je cite, « Bientôt on ira plus loin encore, en séparant le fœtus de sa matrice, ce qu'on appelle l'ectogénèse, j'y reviendrai tout à l'heure, faisant de l'être humain un artefact fabriqué sur mesure, avec des caractéristiques choisies, et peut-être un jour une mémoire et une conscience de soi prédéterminée. » Dans le monde désenchanté qui est le nôtre, vidé de toute transcendance, les promesses technoscientifiques nous offrent une nouvelle eschatologie spiritualiste. Car les mondes virtuels, l'informatique et l'intelligence artificielle ne sont que des fenêtres, nous disent-ils, ouvertes vers l'être immatériel du monde. Les transhumanistes ne sont pas avares de promesses. Ils annoncent l'accroissement de l'espérance de vie jusqu'à l'immortalité, ou plutôt la mortalité avec un A privatif. Ils veulent, il y a un programme de Google qui s'appelle comme ça, tuer la mort. Ces nouveaux évangélistes, comme à l'époque les philosophes des Lumières, nous annoncent le meilleur des mondes et la marche rapide vers le bonheur. Et c'est repris par les politiques. C'est ainsi que la déclaration finale du sommet européen de Lisbonne affirmait « L'Union européenne se trouve face à un formidable bouleversement, induit par la mondialisation et par les défis inhérents à une nouvelle économie fondée sur la connaissance. Elle s'est fixée une nouvelle stratégie pour la décennie à venir. Devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. » Tout y est dans cet exemple parfait de la langue de Babel. Et la même année, le document officiel américain qui lance le programme interdisciplinaire de recherche sur la convergence entre nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives précise « Quand les technologies du XXIe siècle convergeront, nous y sommes, l'humanité pourra enfin, grâce à elles, atteindre un état marqué par la paix mondiale, la prospérité universelle et la marche vers un degré supérieur de compassion et d'accomplissement. » Et vous voudriez vous y opposer? Autrement dit, le transhumanisme offre bien une nouvelle eschatologie spiritualiste, une nouvelle religion, le salut par la technologie, nouveau messie qui vient remplacer l'ancien, celui des évangiles qui a lamentablement échoué. Sur le terreau postmoderne, qui constitue une forme de totalitarisme d'un genre nouveau, celui de la dissolution et de l'inconsistance, une nouvelle technologie apparaît donc, le transhumanisme qui se promet de relever le défi du déclinisme général et promet à l'homme une félicité numérique perpétuelle en remplacement de son obsolescence biologique. La forme originelle du mot transhumanisme apparaît en fait chez Dante, mais dans un sens totalement différent, dans la Divine Comédie, où il utilise le mot transhumanar, par lequel il veut signifier la façon, à partir du fond de la nature, de s'ouvrir au transcendant par la culture.
Mais le terme même de transhumanisme a été inventé par Julian Huxley, le frère d'Aldous, et premier directeur de l'UNESCO en 1941, dans L'homme, cet être unique. Cet ouvrage a été traduit en français en 1947, et vous verrez que c'est dans un sens radicalement différent de celui de Dante. Voilà ce qu'il nous dit. Une fois pleinement saisi, les conséquences qu'implique la biologie évolutionnelle, l'eugénique deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l'avenir, ou du complexe de sentiments, quel qu'il soit, qui pourra dans l'avenir prendre la place de la religion organisée. Les religions traditionnelles doivent être remplacées par celles des biotechnologies, et la rédemption de l'homme réside dorénavant dans la technique. Il s'agit d'améliorer la qualité des individus en éliminant tout ce qui est anormal ou déficient. On ne parle plus d'eugénisme, c'est un mot qui charrie quelques mauvais souvenirs, mais de transhumanisme, à caractère plus neutre et un peu ésotérique. Ils sont en réalité synonymes. L'eugénisme, suivant son inventeur, Francis Galton, cousin de Charles Darwin, l'eugénisme, c'est la science de l'amélioration de la race. Adolphe aurait pas dit le contraire. Précisons toutefois, nous dit Jacques Testard, que l'infanticide, la gestion des mariages, la stérilisation, l'extermination ou l'avortement, vieille recette classique, risquent bientôt d'apparaître comme de bien piètres moyens pour améliorer la qualité humaine au regard des apports de la génétique moléculaire alliés à l'informatique et à la biologie cellulaire. À l'ère des technologies convergentes, nano, bio, neuro, etc., on peut techniquement envisager la création d'un surhomme-machine débarrassé des contingences naturelles, naissance, maladie, vieillesse et mort. Et le projet dispose de moyens financiers absolument fantastiques, puisque les laboratoires publics et privés, les start-up, les multinationales sont en concurrence pour développer les outils de l'homme-machine, prothèses, implants électroniques, interface homme-machine, ingénierie génétique, etc. Et ils ont le soutien bien évidemment des autorités politiques pour une raison très simple. Comme le dit le numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, nous croyons profondément au pouvoir de la technologie pour faire le bien. Tout ça, c'est au nom du bien. Le Danemark, notre nouvelle, vient d'annoncer son intention de nommer un ambassadeur auprès des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Son ministre des Affaires étrangères précise « Dans le futur, nos relations bilatérales avec Google seront aussi importantes que celles que nous avons avec la Grèce. » Merci pour les Grecs. En fait, il est simplement question d'argent. Les multinationales du numérique ont un chiffre d'affaires qui dépasse largement le PIB du Danemark. Et elles ont acquis un poids jamais égalé pour les intérêts privés. Poids qui se manifeste très concrètement par l'ouverture d'un immense centre de données au Danemark. Mais la plus grave conséquence de cette reconnaissance, c'est qu'on offre ainsi le statut d'État à ces multinationales, ce qui revient à entériner leur déterritorialisation. Qu'est-ce qui a préparé le terrain? Pourquoi y a-t-il plus de limites? Bien la première, banale, mais évidente, c'est la sortie de la religion. Et là-dessus, je vous renvoie à deux livres très intéressants. Celui de Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, et puis un dont je ne partage certainement pas les conclusions, mais qui présente une bonne analyse, c'est celui de Daniel Hervieux-Léger, qui est une sociologue connue, qui s'appelle « Catholicisme, la fin d'un monde ». Et c'est sous-titré « L'exculturation du catholicisme ». Cette sortie de la religion, qu'on s'en félicite ou non, c'est un séisme d'une magnitude maximale et une évidence. Le christianisme ne fait plus partie des références communes de l'univers culturel français. Et cette exculturation n'est pas sans conséquence en ce qui concerne l'idée du bien commun en particulier. L'Église fait l'objet d'une disqualification culturelle,
et sa prétention à dire le vrai et le bien paraît à beaucoup ridicule et même scandaleuse. Et surtout les évolutions de la science et des technologies remettent en cause l'idée d'une nature comme ordre et touchent à des registres considérés jusque-là comme intangibles, comme la définition de la vie et de la mort, la délimitation de l'humain et du non-humain, celle de l'humain et de l'animal. Privé de son âme, l'homme n'est plus qu'un amas physico-chimique, qui sera facile de considérer alors comme pur agencement mécanique, dont le cerveau n'est qu'un ordinateur perfectionné. Pic de la Mirandole est considéré par beaucoup comme le père fondateur de la pensée transhumaniste et du technoprogressisme moderne. Son discours de 1486 sur la dignité humaine est absolument extraordinaire. Voici ce qu'il nous dit. Il est d'une modernité, Sartre l'aurait pas renié. L'architecte suprême a choisi l'homme, créature d'une nature imprécise, et le plaçant au centre du monde, s'adressa à lui en ces termes. Nous ne t'avons donné ni place précise, ni forme qui te soit propre, ni fonction particulière, Adam, afin que selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et posséder la place, la forme et les fonctions que tu désireras. La nature de toutes les autres choses est limitée, contenue à l'intérieur des lois que nous leur avons prescrites. Toi, que nulle limite ne contraint, conformément à la libre volonté que nous avons placée dans tes mains, tu décideras des propres limites de ta nature. Nous t'avons placé au centre du monde, pour que de là tu puisses plus facilement en observer les choses. Nous ne t'avons créé ni de ciel ni de terre, ni immortel ni mortel, pour que par ton libre arbitre, comme si tu étais le créateur de ton propre moule, tu puisses choisir de te façonner dans la forme que tu préféreras. Je ne sais pas si vous imaginez la révolution que ça représente. L'homme est une existence pure, il n'a pas d'essence. Il est ce qu'il veut être, enfin libre, mais d'une liberté nouvelle, une liberté négative, qui consiste tout simplement à ne pas être empêché d'eux. Et je considère que c'est ici la rupture majeure dans l'histoire des civilisations. La liberté n'est plus une liberté d'accomplissement. Recherchons la vie bonne et nous incitons à vouloir réaliser des actes voulus parce que bons. Mais c'est une liberté d'indifférence où l'acte est considéré comme bon parce que voulu. Je ne sais pas si vous voyez l'inversion que ça représente. Adieu donc à Dieu, qui avait pétri l'homme de ses mains, lui donnant forme et nature, et cela vient effacer toutes les limites imposées jusque-là à l'action humaine. Car sûrement une formule humoristique que j'aime bien de Danny Robert Dufour, qui est encore un philosophe contemporain, mais athée celui-là, et dans un de ses premiers bouquins que j'avais lu, il commence par dire « J'aimerais établir les preuves athées de l'existence de Dieu ». C'est assez paradoxal quelquefois, parce que, dit-il, on l'a supprimé, mais on ne l'a pas remplacé. Et voici ce qu'il nous dit. Dieu, c'était l'instance certifiée AAA par les agences de notation symbolique, c'est-à-dire dotée d'une autorité, d'une altérité et d'une antériorité, ce qui lui permettait d'édicter un catalogue, parfois même un décalogue, de commandements qui établissaient des limites dans le désirable. Donc la formule est très bonne. Et puis vous avez, je passerai rapidement, les métamorphoses du progrès qui font qu'on est passé de la raison des Lumières à la technologie ou à la raison de la technique. La raison a foiré. Pardonnez-moi l'expression, elle a fini avec les grands massacres du XXe siècle et l'ivresse des lendemains qui n'ont pas chanté. Après cela est venue la gueule de bois, l'obligation de faire son deuil de l'avenir radieux. S'il n'y a plus rien à attendre de l'avenir, ne reste plus alors qu'à s'enfermer dans les jouissances du temps présent. Mais lorsque s'abaisse l'horizon des attentes, que la raison, celle des Lumières, déraisonne, elle est remplacée par la raison technique. La force de la raison technique, ce sont ses réussites matérielles, que personne ne peut contester. Elle est elle-même sa propre finalité. La domination technoscientifique du monde mobilise à son profit la force des appareils d'État qui abandonnent toute volonté proprement politique et se retirent pour mieux la servir. Et nous sommes ainsi passés des programmes visant à fabriquer industriellement l'homme nouveau
par les moyens de la discipline, de la terreur et de l'orthodoxie idéologique, à l'actuelle perspective du post-humain, de créer un nouvel homme en le connectant à un corps en mesure de franchir les limites entre l'organique et l'inorganique, entre le biologique et le machinique, échappement seulement au destin naturel, des malformations, des maladies et des insuffisances individuelles, et aussi à la conformation physique reçue en héritage. Et puis il y a l'économisme, la domination de l'argent. Les marchands ont pris possession du temple. C'est une évidence, vous le savez, vous l'avez perdu, etc. Et ça atteint les mentalités à un point. Regardez, l'élection de Macron. Combien de gens qui ont battu le pavé parisien contre toutes les lois dites bioéthiques, etc., et en particulier le mariage entre gens du même sexe, qui sont allés voter Macron. 76,6% à Versailles. Et les mêmes, je ne sais pas, j'ai une fille qui habite Versailles et qui de temps en temps avait s'accrochait sérieusement avec certaines de ses amies, disait oui, tu as raison, c'est important, le GPA, PMA, l'euthanasie, etc. Mais l'économie. Nous sommes, la plupart d'entre nous, suivant une expression de Dupuis, qui est professeur politique, éco-mystifiés. Éco-mystifiés. Ah oui, quand même, mais l'économie. Sans compter qu'en montant Macron, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu raison. Bon, je vous rappelle le mot de Pasolini, l'avènement de l'économisme comme réenchantement du monde fait que désormais quelque chose d'humain est fini. Sortie du politique. La sortie du politique, vous connaissez, il n'y a plus de bien commun, plus de politique. J'aime bien la formule d'Hannah Arendt qui disait lorsque le bien commun disparaît, le politique disparaît. Lorsque le politique disparaît, la société disparaît. L'enchaînement est absolument parfait. Mais, obsolescence technique du politique. Le 8 février 1996, au Forum de Davos, John Barlow a fait la déclaration suivante. Gouvernement du monde industriel, vous, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, la nouvelle demeure de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté là où nous nous rassemblons. Vos concepts juridiques de la propriété ne s'appliquent pas à nous. Ils sont issus de la matière et il n'y a pas de matière là où nous sommes. L'État est considéré comme un frein aux innovations spéculatives conçues selon des logiques financières de prédation. Et cette transformation va être stimulée à l'extrême dans les années 90 par le web, le modèle libertarien militant pour la suppression des lois au profit des contrats commerciaux. Peter Thiel, le fondateur de PayPal et de Facebook, explique qu'il faut détruire l'État, la démocratie et l'espace politique et liquider les lois qui empêchent le fonctionnement du marché. La numérisation généralisée, en accentuant la collectivité, court-circuite les territoires, leur législation et leur fiscalité. Donc le politique disparaît, c'est un élément essentiel, c'est la disparition du bien commun. Alors j'en viens là à quelque chose sur l'informatique et les algorithmes. J'ai sous-titré « Science sans conscience », c'est d'une banalité. Bon. L'informatique, c'est la science du traitement de l'information. Elle utilise des technologies, comme la microélectronique et le calcul numérique, et a développé un outil universel, l'ordinateur, avec création de logiciels adaptés à n'importe quel objectif, aux applications innombrables qui englobent la totalité du champ de la communication. Mais faut-il le préciser, l'informatique n'a rien à voir avec la signification. Elle est uniquement mesure de variation et analyse d'ordre séquentiel, numérisation de tout processus et de tout phénomène. Son champ d'application est illimité. C'est la capacité de transformer tout selon des algorithmes. Je vais vous dire ce que c'est. Arnaud Galen, dans son livre « L'esprit dans l'ère de la technique », inscrit à juste titre l'informatisation dans une anthropologie générale de la technique, comprise, je ne parle pas allemand, donc vous pardonnez la prononciation, comme Einstellung, c'est-à-dire dégrèvement,
délestage, allègement, se défaire d'un fardeau, âge ultime de la technique, où les humains s'exonèrent enfin de l'activité de penser et de juger. Et l'intelligence artificielle, faussement qualifiée, impose le postulat de l'équivalence entre l'activité humaine et celle de la machine. Dans toutes les figures d'opération informatique, la conscience est de trop, elle est repoussée à l'extérieur. Algorithme, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est une suite d'opérations ou d'instructions permettant d'obtenir un résultat, de résoudre un problème. L'algorithme le plus basique, c'est vous voulez faire chauffer de l'eau dans une casserole. Eh bien, on va vous dire, il faut mettre la casserole sur le gaz, il faut allumer le gaz, il faut faire bouillir l'eau, voilà. C'est un algorithme, d'une certaine manière. Mais c'est plus compliqué que ça après. C'est en réalité une simple description de la manière dont on peut résoudre un problème. On obtient un algorithme lorsqu'on a évacué la pensée d'un procédé et réduit les choses à un simple calcul. Le but est donc d'évacuer la pensée du calcul afin de le rendre exécutable par une machine numérique. L'algorithme permet de dire à l'ordinateur comment faire les choses efficacement sans avoir besoin de réfléchir. Dans cet univers où seul ce qui est capable est réel, tout le reste n'est qu'une superstructure dont il faudra bien apprendre à se passer pour libérer nos cerveaux de ces poids encombrants et inutiles. C'est clair. Les robots. Ah, les robots. Dans les années 70, les robots envahissent les mondes du travail. Les ateliers, les usines, comme les foyers et les champs. Depuis la révolution numérique, le robot est devenu un phénomène omniprésent qui suscite d'innombrables réflexions et qui conduisent à repenser le marché du travail, les rapports sociaux et même les frontières de l'humanité. On les accueille dans la famille comme des êtres dotés de dignité, voire même de sensibilité. La robotique s'apparente à un mirage chargé de combler le vide politique contemporain et de résoudre des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. Ce qu'on appelle robotisation, c'est un monde de machines d'une nouvelle espèce. Couplé à la numérisation et aux promesses de l'intelligence artificielle, il est censé inaugurer une trajectoire inédite, enthousiasmante. C'est le remplacement de l'homme par une machine entièrement automatique. C'est une technologie de rupture, une nouveauté radicale. En fait, le robot n'est que la dernière étape dans le vieux projet du capitalisme libéral, cherchant à se passer des hommes. Ils vont permettre, en plus d'accroître les profits, grâce à une production en continu, qui ne serait plus soumise aux risques introduits par les ouvriers, qui se fatiguent, qui font grève, etc. Et dans un contexte de concurrence exacerbée, la robotisation est considérée comme auxiliaire de croissance. Il y a désormais des robots pour faire l'amour et la guerre, des robots d'assistance pour les personnes âgées et les enfants, des robots pot de fleurs pour déplacer une plante au soleil, ou des robots qui nettoient l'accueil du barbecue et passent l'aspirateur. Et puis s'ouvre un nouveau marché, celui des robots sexuels, en pleine croissance commerciale, dont le chiffre d'affaires dépasse désormais 30 milliards de dollars. Ils sont faits de poupées gynoïdes ou androïdes, grandeur nature, revêtues d'une peau troublante de réalisme. Il y en a pour tous les goûts. Des sociétés japonaises proposent des robots pour pédophiles. Et une société américaine a mis au point une poupée dotée, grâce à l'intelligence artificielle, de 5 personnalités différentes, dont une programmée pour être violée. On n'arrête pas le progrès. Et des maisons closes de poupées sexuelles s'ouvrent les unes après les autres dans les grandes villes européennes. Ils viennent s'en ouvrir une à Paris. Je ne vous donnerai pas l'adresse. Non, mais c'est... Ah oui, oui. Et ça marche, et on vous dit, là, attendez, c'est merveilleux, il n'y a plus d'esclaves sexuels, ce sont des objets, du point de vue hygiène, c'est parfait, on les nettoie, je ne sais plus comment, tout à fait. Enfin, c'est merveilleux. Il n'y a pas de maladie. Voilà. Et ça coûte 80 €. Je dirais pas l'adresse. Tu sais les prix? D'accord. C'est tout. Les délires robotiques ne semblent plus avoir de limites. C'est autorisé. Aux États-Unis, les robots militaires sont enterrés comme des soldats à Arlington. Les rapports se multiplient pour évaluer l'impact que ça va avoir sur les emplois. Bon, voilà.
Mais on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Alors l'intelligence artificielle, là, on franchit un cap. La convergence de la technique et du marché permet d'envisager des profits virtuellement infinis offerts par les technologies numériques qui bénéficient en outre, on l'a vu au départ, de ressources financières intarissables. La puissance de l'intelligence artificielle est prodigieuse et ses progrès liés à des puissances de calcul exponentielles extrêmement rapides. En 1938, l'ordinateur le plus puissant, on balbutiait, inventé par un ingénieur allemand, réalise une opération à la seconde. En 2017, un ordinateur chinois atteint 93 millions de milliards d'opérations à la seconde. Lorsqu'en 1997, Deep Blue bat Kasparov aux échecs, le système traduit déjà la capacité de certains programmes à traiter des masses d'informations à des vitesses considérables. Mais en 2017, AlphaGo bat le champion du monde de Go, montrant l'accroissement exponentiel des puissances de calcul et du perfectionnement continu de la science algorithmique. L'intelligence artificielle a accompli un saut qualitatif avec le pouvoir d'interpréter des situations. Elle a désormais la capacité de saisir à très haute vitesse des corrélations entre des séries de faits qui jusque-là n'étaient pas sensibles à la perception humaine. Elle a donc un pouvoir de suggestion accompagné de propositions de solutions. Mais surtout, elle est capable d'une autonomie décisionnelle engageant des actions sans validation humaine préalable. Et les systèmes ont une faculté auto-apprenante. Nous assistons d'ores et déjà à la neutralisation complète du facteur humain. Ce sera le cas par exemple avec Google Car, où les voitures sans conducteur, même s'il y a quelques problèmes, seront plus sûres que celles conduites par les hommes. Et les génuflecteurs transis de la technique devraient se méfier, ne pas s'arrêter uniquement à la communauté d'usage, puisque les conduites effectuées par les hommes deviendront plus risquées et à l'origine de plus d'accidents. On nous interdira donc très vite de conduire. Avec le système Watson, version médicale de l'intelligence artificielle, on est en présence d'une machine qui analyse les dossiers, établit les diagnostics et rédige les prescriptions. Et le dispositif surpasse la compétence des médecins aux yeux de certaines compagnies d'assurance qui privilégient son utilisation lors de la souscription de certains contrats. Et de la même manière, le programme Ross est capable en quelques secondes d'établir des dossiers juridiques impeccables après avoir balayé et lu en quelques secondes des millions de pages juridiques. Avec l'intrusion des machines intelligentes, des milliers d'emplois sont menacés. Et ce ne sont plus des emplois non qualifiés. Le logiciel Watson, créé par IBM, va remplacer des milliers d'agents bancaires, conseillers financiers en particulier. Balayant en quelques secondes des milliers et même des millions d'informations, ce robot, qui aura le prénom que vous aurez choisi de lui donner pour discuter avec lui, vous donnera bien entendu la meilleure solution. Désormais, ce sont donc les emplois qualifiés qui sont menacés. Suivant Andy Kessler, un des transhumanistes de Google, le meilleur moyen de créer de la productivité consiste à se débarrasser des humains. Vous avez là une phrase type du transhumanisme, qui sont désormais supplantés par une instance de vérité supérieure. L'intelligence artificielle constitue une force interprétative et décisionnelle plus efficace, vouée à éliminer l'humain dans des secteurs sans cesse plus étendus de la vie. Bon, je donne d'autres exemples. Le cœur de l'imperfection, c'est l'humain, avec ses croyances, ses hésitations, ses doutes, ses erreurs de jugement. Il représente l'ennemi. Voilà ce qu'est le transhumanisme. Nous sommes d'ores et déjà des humains augmentés par le biais de prothèses technologiques du corps, de l'esprit, comme l'ordinateur. Apple mettant son premier ordinateur sur le marché en 1975 et le smartphone en 2007. Les conditions de l'être ensemble sont profondément modifiées. On peut être physiquement présent et ailleurs. Quelle tristesse de voir au restaurant deux personnes face à face,
mais jamais en relation, chacune manipulant fébrilement son smartphone. Même chose, cela m'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore, donnant un cours dans un amphi, au bout de 5 minutes, les auditeurs sont ailleurs, accaparés par la lecture et l'envoi de SMS. Et je parle là au nom de mon ami Denis Planche, neurophysicien. Attention au danger des addictions numériques pour les enfants. C'est ravageur pour le cerveau. Il m'a appris une chose, le cerveau est éminemment plastique. Il s'adapte. Comme en témoigne d'ailleurs l'expérience réalisée consistant à analyser le cerveau des chauffeurs Uber et celui des chauffeurs de taxi anciens, qui avaient appris bon nombre de rues de Paris par cœur. Pour les premiers, l'hippocampe, qui est une circonvolution cérébrale qui reçoit des informations optiques et tactiles, a pratiquement disparu, tandis qu'il reste intact chez les seconds. Le cerveau s'adapte. La suppression de l'écriture cursive qui est programmée en classe, etc., ne sera pas sans conséquence sur les cerveaux, privés de la richesse du circuit entre le cerveau et la main. On va annuler ça parce qu'on leur donnera des tablettes aux gamins. De nombreuses études, américaines en particulier, montrent que les addictions précoces à l'écran provoquent la nécrose de certains circuits neuronaux qui ne sont plus utilisés. Et ces circuits sont irréparables. C'est comme un fil électrique que vous avez coupé. Quand vous dites ça aux adeptes du transhumanisme, vous dites c'est pas grave, car nos cerveaux sont encombrés de savoirs inutiles, dont il va falloir apprendre à se séparer pour les loger dans un boîtier. Histoire, mémoire personnelle, seront logés dans des outils à disposition, et des machines capables de lire directement dans nos cerveaux répondront immédiatement à vos sollicitations. C'est une vision imbécile, car l'addiction numérique désigne une pathologie grave. La compulsion à se reconnecter à chaque instant, à consulter ses mails indéfiniment. C'est une perte de présence en raison d'une constante manipulation de son smartphone ou l'envoi de la lecture permanente de SMS lors d'un dîner chez des amis. Des ados chattent des nuits entières. La pulsion de connexion entraînant des difficultés scolaires, une désocialisation, des conflits familiaux allant parfois jusqu'au divorce, et d'ailleurs, des cliniques privées se sont d'ailleurs spécialisées dans le traitement de ces addictions. Naître ou fabriquer. Avec la désarticulation des liens de conjugalité et des liens de filiation, la famille désormais ignorée de l'État se transforme en un simple groupement fonctionnel d'intérêts économiques ou affectifs. Avec l'avortement, qui supprime en France environ 220 000 enfants par an, cette pratique s'accompagne d'épouvantables interventions eugéniques, puisque 87% des enfants atteints de trisomie sont élimités. Et désormais, le dépistage non invasif de la trisomie 21, le DPNI, va permettre par simple prise de sang de détecter les risques sans amyosynthèse. L'amyosynthèse, quelquefois, fait un peu peur à certaines femmes. Et en 2015, un rapport de la Haute Autorité de Santé valide la méthode et recommande son usage quand le risque de trisomie est compris entre une malchance sur 51 à une chance sur 1000. Les conséquences vont bien au-delà du joyeux massacre déjà réalisé. Cette facilité de dépistage offerte aux femmes entraînera tôt ou tard l'abandon par la société de celles qui, malgré tout, persisteront à accoucher d'un enfant avec le risque de trisomie. Il n'est pas dit d'ailleurs que le ministère public ou des associations ne se porteront pas partie civile contre les déviantes qui auront volontairement mis au monde des enfants handicapés, les procès se concluant vraisemblablement par des condamnations pénales. Avec la fertilisation in vitro et la possibilité de s'occuper du fœtus de manière entièrement artificielle, aucune naissance n'est plus techniquement nécessaire. Vous voyez que là, on arrive à un stade où PMA, GPA, tout ça, on n'en a plus besoin.
On n'a plus besoin, techniquement, on peut se passer de tout ça. L'ectogénèse, c'est la procréation d'un être humain qui permet le développement de l'embryon et du fœtus dans un utérus artificiel, assumant les diverses fonctions, nutrition, excrétion de l'utérus humain. Ce terme a été inventé par le généticien Haldane et a été repris par Aldous Huxley dans son livre Du meilleur des mondes en 1932. Tout récemment, l'Académie de médecine s'est prononcée en faveur, vous savez, de la congélation et de la vitrification d'ovocytes. Le généticien Axel Kahn a plaidé pour la levée de l'interdiction de ces techniques en France. Écoutez bien son raisonnement, il est très intéressant et très symptomatique. Je suis favorable, dit-il, à la levée de l'interdiction de la vitrification des ovocytes. Nous sommes dans une société de liberté, où les femmes peuvent gérer leur carrière et leur vie personnelle. De quel droit va-t-on interdire cela alors qu'on peut le faire? Vous voyez là la disparition de toute limite, puisqu'on peut le faire. Au nom de quoi on ne le ferait pas? Et d'ailleurs aux États-Unis, vous savez, de grandes entreprises, comme Google ou Facebook, financent la congélation des ovocytes pour leurs salariés, et Goldman Sachs finance déjà le changement de sexe de ses employés qu'ils désirent. Autrement dit, l'horloge biologique est contournée. Et il y a désormais plus d'âge pour avoir des enfants. Il y a même quelques associations féministes aux États-Unis qui militent pour la suppression de la mention de l'âge dans les documents d'identité. La fabrique est au point, il y a encore quelques détails techniques à régler. Suivant une excellente formule de mon ami Denis Planche, ainsi dans cette phase de progression, on assiste à un mélange progressif de genre par rapport d'oviparité dans un contexte de viviparité humaine. C'est un plat déplacement de l'in vivo vers l'in vitro, de l'épouse à l'éprouvette, du naître au faire. Et aujourd'hui, une femme peut choisir son catalogue avec un descriptif précis, les caractéristiques qu'elle souhaite pour le père de son futur enfant, description de l'origine, du physique, des diplômes, des caractères génétiques des paillettes, de spermatozoïdes qu'elle va recevoir. On ne donne plus la vie, on l'achète. 23 000 $ à Los Angeles, selon ses désirs. On pourrait poursuivre longtemps. Alors, c'est bien facile. Nous sommes devant l'histoire d'un perdant. Contemplez le pauvre homme et son histoire. C'est un raté, insuffisant, incomplet, inutile. Dieu a complètement raté sa création. Il faut donc la parachever et en réparer les défauts. Le post-humain doit donc advenir, car cet homme contrefait ne supporte plus l'idée d'être né et ne veut se devoir qu'à lui-même comme son propre produit. Il peut enfin se fabriquer. En précisant bien que si cela lui paraît aujourd'hui techniquement possible, c'est avant tout pour des raisons politiques et morales qui lui ont fait rejeter avec rage l'idée d'une origine surnaturelle, d'une création divine, suivie comme une conséquence inévitable par le rejet de toute origine naturelle. Quelle honte d'être encore soumis au processus aveugle, non calculé, aléatoire de la procréation et de la naissance. Nous sommes enfin parvenus à l'heureux instant de la liquidation du vieil homme par ses propres productions. Et nous devons comprendre que nous n'avons pas le choix. Nous devons comprendre que pour éviter d'être les esclaves des machines que nous avons fabriquées, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de nous hybrider avec elles en nous dotant de leur intelligence artificielle. Voilà un des grands arguments du transhumanisme. Autrement dit, nous assistons au grand retour de l'homme-machine, je passe, c'était déjà monsieur de la Métrie, vous savez. Et nous sommes bel et bien en train de réaliser ce que Peter Sloterdijk, que j'ai cité en introduction, avait annoncé. La technique seule doit déterminer une éthique de l'homme majeur, vous voyez où on met l'éthique, dégagée de la gangue de la morale, inadaptée, dépassée de l'homme premier. Le couteau du diable. CRISPR-Cas9, c'est un anagramme, CRISPR, CAS9. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais que c'est une association de 2 protéines, et pour le reste, non. Pour la première fois de son histoire, l'homme est capable de lire les 3 milliards de caractères de son génome.
Le premier séquençage du génome humain réalisé en l'an 2000 avait coûté 3 milliards de dollars. Il en coûte aujourd'hui environ 3000 et bientôt moins de 100. Nous pourrons ainsi connaître notre ADN avec ses anomalies éventuelles aussi simplement que l'on fait aujourd'hui une banale prise de sang. Quelques interrogations surgissent immédiatement. Est-ce qu'on a le droit de toucher au génome humain? Oui, répond la thérapie génie. Les résultats obtenus pour certains cancers, et c'est vrai, et hémopathie ou maladies familiales, strictement génétiques, étant très encourageants. Mais avec le CRISPR-Cas9 d'Emmanuelle Charpentier, c'est une Française qui a inventé ça, on va pouvoir faire du copier-coller, couper-coller de notre ADN, et même l'hybrider aussi facilement qu'on corrige l'orthographe ou déplace une phrase avec un logiciel de traitement de texte. C'est-à-dire qu'avec ce couteau, on rentre dans la chaîne ADN, on peut couper, enlever, remplacer. Avec un instrument, avec cet instrument, tout devient possible en matière de biochirurgie. On va pouvoir modifier, enlever, hybrider les gènes, ce qui ouvre des perspectives absolument illimitées à l'ingénierie génétique humaine. C'est un saut technologique majeur dans la thérapie génique. Ainsi, alors là, beaucoup de gens posent des questions, vous avez les deux camps, vous avez les transhumanistes qui disent on ne peut pas s'opposer à ça, etc. Vous avez beaucoup, j'y reviendrai, toute une catégorie intermédiaire de gens, même des cathos, qui disent oui, mais quand même, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des solutions de mesures démocratiques, en réunissant pourquoi pas un comité d'éthique, vous voyez où ça nous mène. Alors, Ray Kurzweil, qui est directeur de l'ingénierie chez Google, qu'on cite souvent parmi les transhumanistes, qui est spécialisé interface cerveau-machine, développe une philosophie bien particulière. Mais écoutez, parce que c'est un argument. Notre monde a été construit en 4 époques. L'époque de la physique et de la chimie, à l'origine de l'univers. L'époque de la biologie et de l'ADN avec l'émergence de la vie. L'époque des cerveaux avec le développement de la conscience et de l'intelligence. L'époque de la technologie qui a commencé avec l'outil. 5e époque. Nous sommes désormais à l'ère de la fusion entre la technologie et l'intelligence humaine, dont le mariage devrait donner naissance au transhumain, être hybride mixte, addition de biologique et d'informatique, affranchi de la mortalité de son corps, connecté à la puissance opérante et toujours croissante de l'intelligence artificielle. Le vieil homme aura disparu, remplacé par un tout-puissant cyborg immortel. Les thérapies géniques classiques avec les CRISPR se sont répandues comme une traînée de poudre dans les laboratoires du monde entier. La technique va plus vite que la recherche fondamentale. Depuis avril 2015, la question n'est plus théorique. Avec la publication d'une étude chinoise expérimentale, les chercheurs ont utilisé des ciseaux moléculaires pour modifier l'ADN d'embryons humains atteints d'une maladie monogénique, la bêta-thalassémie. Et ça a marché. Les inquiétudes autour des crises se cristallisent principalement sur la modification d'embryons humains et la transmission à la descendance, car c'est irréversible. Vous voyez à quoi les savants fous vont pouvoir jouer. En théorie, pour le moment, ça ne peut être utilisé que dans des cadres extrêmement précis, etc. Mais les cadres vont sauter, c'est évident. Alors, Dr Jekyll ou Mr Hyde? On est devant un sacré problème. Hein. Le couteau du diable et les nouvelles thérapies géniques nous placent devant un dilemme pratiquement impossible à résoudre. D'un côté, les défenseurs du progrès, pour lesquels les religions traditionnelles ont largement fait la preuve de leur inefficacité et doivent être remplacées par les biotechnologies, la rédemption de l'homme résidant dans la technique. Il s'agit d'améliorer la qualité des individus en éliminant tout ce qui est anormal ou déficient. On ne parle pas d'humanisme, d'eugénisme, mais de transhumanisme. De l'autre côté, bien des savants, souvent chrétiens, j'en connais un, rêvent d'un homme émergent, issu d'une génétique maîtrisée et aux propriétés biologiques améliorées,
augmenté dans ses capacités opératoires par une intelligence artificielle contrôlée, s'appuyant sur une spiritualité renouvelée. Et comme le dit l'un d'entre eux, l'anthropologie chrétienne pourrait devenir essentielle pour l'homme de demain, le réenchantement du monde reste possible. Cet optimisme, trop souvent baptisé espérance, risque fort de ranger nos chrétiens dans le rang des idolâtres du progrès, car aucun d'eux ne s'avance pour nous expliquer comment, dans le contexte actuel, il serait possible de rétablir des frontières et des limites au déploiement insensé de la technique et de ses dramatiques conséquences. Or, nous l'avons vu, nous sommes dans un contexte où ce qui est techniquement possible doit être fait. Retrouver des limites, ça supposait une révolution politique, culturelle, anthropologique absolument extraordinaire. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de nous hybrider avec les machines en nous dotant de leur intelligence artificielle. Vouloir établir des limites, retrouver des frontières, impensable révolution. L'idéologie portée par la Silicon Valley en particulier se manifeste comme une guerre totale, livrée à toutes les formes de contraintes, de limites et de frontières. Et la cloison théorique entre thérapeutique et amélioration destinée à fabriquer l'homme augmenté est particulièrement poreuse. Luc Ferry, qui plaide pour un transhumanisme modéré et régulé, celui de Gilbert Autois, qui a écrit un bouquin, Le transhumanisme est-il un humanisme, affirme, mais à mon avis sans y croire, c'est pas possible, il va nous falloir, comme en matière d'écologie, d'économie, de finances, nous efforcer de réguler, quand on voit ce qui s'est passé, de fixer des limites intelligentes et fines. Et il précise, et si un jour un pas de plus était accompli par la science, et que la chirurgie génétique permettait par un coupé-collé de réparer les gènes défectueux dans l'embryon, il serait bien difficile de s'y opposer. Et ce, pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y aura en vérité guère de motif raisonnable de le faire. Cette impuissance, cette interrogation, résume notre impuissance générale devant tout ce que nous avons déconstruit avec acharnement. Nous privons de tout recours devant la catastrophe. Nous n'avons plus aucun point d'appui pour décider dans un sens ou dans l'autre. Impossible de s'orienter. Le même Luc Ferry, récemment, dans un article du Figaro du 19 octobre, nous explique les bases de données d'information disponibles. Il ne faut pas sous-estimer le tsunami numérique. On sait qu'un certain nombre de données d'information ne peuvent être traitées que par l'intelligence artificielle, ce qui la rend incontournable. Et il affirme, commentant un livre de Laurent Alexandre, il est d'ores et déjà impossible de se priver des progrès apportés par l'intelligence artificielle. Presque tous les métiers seront impactés, etc. Alors, comment résister aux sirènes transhumanistes ? Une chose est certaine, nous sommes devant un réenchantement idéologique avec le surgissement d'une nouvelle religion séculière. Chantal Delsol, et là je suis d'accord avec elle, tire le signal d'alarme sur la nouvelle religion dataïste. Les data et les big data, vous le savez, ce sont les volumes de données et les masses gigantesques d'informations qui circulent en permanence sur l'ensemble des réseaux. Les chercheurs de la Silicon Valley, les artisans de l'université de la singularité qui a été créée à Los Angeles, attendent des lendemains qui chantent et même les considèrent comme un destin grec. Les data résument tout et réduisent tous les champs vitaux, sociaux, disciplinaires en un seul point, les algorithmes biochimiques, physico-chimiques qui nous définissent. Les avancées vertigineuses de la technique nous placent sous l'empire de gigantesques données dont la gestion relève d'une raison purement calculatrice. Sous cet empire, nous devons faire le deuil des repères traditionnels, libre arbitre, conscience, morale et autres vieilleries, autant d'éléments dépassés dans le mouvement d'une transgression inévitable, celle du transhumanisme. Alors qui s'y oppose ? Luc Ferry, dans le Figaro du 10 mai de midi.
nous dit le mouvement transhumaniste qu'il ne faut pas confondre avec le post-humanisme. Là, il faut de nous, carrément. Parce que, pourquoi ça s'appelle transhumanisme? Trans, c'est transition. Transition vers quoi? Vers le post-humain. Alors aujourd'hui, ils ne le disent plus trop parce que ça fait pas bien, post-humain, ça inquiète, etc. Transhumain, c'est plus gentil. Le transhumanisme dit en réalité qu'un objectif fondamental. Lutter contre le vieillissement afin de retarder autant qu'il est possible la mort naturelle. Or, ce projet se heurte aujourd'hui à 5 grandes critiques. La première se déploie au nom du divin et relève de la logique développée de manière limpide dans le catéchisme du Vatican qui prohibe les PMA, les manipulations génétiques et l'euthanasie active. L'Église reproche à l'homme de se prendre pour Dieu, de pécher par hubris, orgueil et démesure. Voilà. La deuxième critique s'effectue au nom de l'ouverture de l'être et de la bienveillante acceptation de ce qui nous est donné par Dieu ou la nature. Une troisième critique se déploie au nom de l'anticapitalisme, parraine atavique de la liberté, et pour ceux qui soutiennent cette thèse, c'est le nazisme qui se pointerait à l'horizon, le transhumanisme étant que le nouveau nom de l'eugénisme hitlérien. Ils ont raison. Une quatrième critique dénonce l'imposture transhumaniste au nom de la vraie science, affirmant l'impossibilité de dépasser certaines limites génétiques et de stopper les processus de sénescence au-delà d'un certain seuil. En réalité, la limite, j'en ai discuté souvent avec mon ami Denis Planche, la limite vraisemblable quand même, c'est que l'idée, au fond, si vous voulez, transhumaniste, c'est de finir par numériser le cerveau et numériser la conscience pour loger le tout dans un ordinateur. La numérisation de la conscience, il n'y croit pas, et je pense qu'il a raison là-dessus. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Commentaire de Luc Ferry sur ce quatrième aspect. Le problème, c'est que la recherche sur les cellules souches, la médecine réparatrice, l'hybridation homme-machine, les thérapies génétiques, rendues possibles par le génial sécateur ADN CRISPR-Cas9, l'éradication des cellules sénescentes et les nanotechnologies ouvrent des horizons nouveaux à la recherche dont nul ne peut dire à quoi elle ressemblera. Enfin, dit-il, il y a une critique philosophique qui défend l'idée qu'une vie non limitée par la mort et ouverte sur un temps très long perdrait tout son sens. Conclusion de Luc Ferry. Les bioconservateurs n'arrêteront jamais les progrès qu'ils redoutent. En plaidant sans effet réel pour leur interdiction, ils risquent d'occulter la seule question qui vaille, celle de la nécessaire régulation. Car le problème n'est pas tant lié à la technique qu'à la perversité humaine qui engendra au XXe siècle des millions de morts sans recourir à des technologies nouvelles. Les géants du net rendent service aux consommateurs. Et nous, vieux Européens, nous protégeons nos citoyens. Ils ont les GAFA, nous avons la CNIL. Alors il nous faut valider. Et Romain d'Apremont, alors là vous allez voir l'argument est très intéressant, Romain d'Apremont, il est conseiller, il est français, il est conseiller à la défense. Dans un article du 12 mars 2018, disait « Ce nouveau chapitre de l'histoire de l'évolution, l'homme qui s'améliore lui-même, adviendra quoi qu'il arrive. Sinon en Europe, du moins aux États-Unis et en Asie. On ne sait pas trop ce qui se passe dans les laboratoires chinois. Les pays qui se fermeront à la technologie transhumaniste formeront en l'espace de 2 générations un nouveau tiers-monde. » Vous voyez à quel point ça fait peur aux politiques. Ensuite, il faut nous souvenir que l'humanité, alors là c'est Adolphe qui parle, libérée de la sélection naturelle, est condamnée à la dégénérescence. Autrement dit, à défaut d'ingénierie génétique, les mutations aléatoires, n'étant plus triées par la sélection naturelle, s'accumuleront. Soit le pire effet secondaire de l'État-providence, qui protège les plus faibles et les malades, leur permettant de transmettre leurs gènes de moindre qualité. De qui ça? À l'occasion de la messe anniversaire de la mort du professeur Lejeune en l'église Saint-Augustin à Paris, le samedi 25 mars, le cardinal Sarrat lançait un terrible avertissement. L'Église constitue le dernier rempart contre la barbarie. Il s'agit d'une barbarie aseptisée en laboratoire, terriblement efficace,
que l'opinion publique ne perçoit pratiquement pas, puisqu'elle est anesthésiée par les Goliaths des puissances financières et médiatiques. Le transhumanisme signifie que l'humanité augmentée sera le triomphe de l'eugénisme et de la sélection du meilleur capital génétique parmi tous les êtres afin de créer le sérum idéal. Le transhumanisme va réaliser grâce aux technosciences le rêve prométhéen du nazisme. Vous serez comme des dieux, nous murmure depuis l'origine le tentateur. Nous l'avons écouté, et séduits par cette merveilleuse perspective, nous nous efforçons de la réaliser. Elle semble à notre portée, et peu à peu, l'enfer s'ouvre sous nos pas. Je pense que oui, les gens hésitent à applaudir parce qu'on ne sait pas, ta conclusion est effrayante. Oui. Ta conclusion est effrayante. Mais Oui. je pense que tu as raison, tout le monde t'a très bien suivi. C'est ce qui est en train de se produire. Et justement, le dernier numéro de Politique Magazine, qui est... Je l'ai pas encore lu. tu le liras, mais oui, mais porte là-dessus, mais avec peut-être un peu moins comment dire, un peu moins d'acribie, un peu moins de... parce que là, tu as une conférence, on voit que tu as la maîtrise parfaite des choses, mais c'est extrêmement... Enfin, je trouve pour ma part que c'est extrêmement intéressant. Et c'est grave, puisque avec ce qui s'est passé les états généraux de la bioéthique, en réalité, comme tu l'as dit au début, c'est acté. C'est acté. On va faire semblant On va attendre de... un petit peu. On va dire PMA, pas GPA, mais comme PMA entraîne GPA, et puis ensuite il y aura le choix de l'enfant, ensuite il y aura la manipulation de l'embryon, enfin, et d'ailleurs tout ce qui se pratique concrètement, en fait, partout déjà. Tout à fait. Alors quand même, il y a un moment où tu laisses planer un petit espoir quand tu cites ton ami Denis Planche qui dit qu'il y a des choses que peut-être ils n'arriveront pas à faire. Moi, je l'espère, je le pense, je le crois. Deux fois humaine et un peu de foi divine, parce que je ne pense pas que ton explication est très spirituelle. Il vient un moment où on se dit Dieu ne peut pas laisser faire des choses qui... On a tué l'ordre surnaturel, ça c'est vrai, et on est en train de tuer ce qui pourrait être le deuxième témoin, le fameux deuxième témoin de l'Apocalypse. Hein, le premier témoin, c'est la grâce et la vision béatifique, et la vision de Dieu. Puis le deuxième témoin, c'est la nature. Si la nature... Alors on se bat pour empêcher les baobabs de périr en Afrique, mais on est en train, le même Hulot, il t'écouterait, il ne serait pas d'accord. Il y a José Bové qui semblerait... mais je ne sais pas, je me tourne vers l'assistance, c'est vraiment extrêmement impressionnant et extrêmement inquiétant. Alors, j'espère qu'en tous les cas, pour nous, moi je resterai un cerveau humain, un cœur humain, je préfère que mon cœur défaille et puis que ça soit fini. Mais je ne veux pas devenir un amortel, comme tu dis, amortel, avec une puce électronique dans la place du cerveau. Tu es, comme le dit Kurzweil, Tu es un futur chimpanzé. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Bon, après, j'interviendrai. Alors allez-y, posez des questions. Oui, malheureusement, de mémoire, une citation en août 42. Il va bien arriver un moment où le nuage noir du nihilisme... Il va bien arriver un moment. Oui, il va bien arriver un moment où les nuages noirs du nihilisme vont se déchirer. Après le rien, plus rien ne peut arriver. Je la cite de mémoire, malheureusement. Et il y aura bien un réveil religieux. Qu'est-ce qu'a dit ça en août 42, 6 mois avant sa mort? Il y a bien un moment où un réveil religieux va exister, et les nuages noirs du nihilisme vont se déchirer. Qui a dit ça? Je vous le dis tout de suite, c'est Hans Scholl a dit ça, 6 mois avant sa mort. Après avoir écouté une messe orthodoxe avec beaucoup de ferveur, et avoir lu Dostoïevski, peu importe. Donc, n'y a-t-il pas quand même des prophètes qui vont se lever? C'est tout ce que je dis. Ouais, des prophètes contre le transhumanisme. Au nom de tout ce que je dis. Enfin, tout ce que Si j'espère. Tout ce que j'espère.
le problème. On peut vérifier la citation, elle n'est pas là. À vue humaine, C'est perdu. c'est perdu. C'est perdu, ça, c'est sûr. Technique, etc. Sauf, Ciel. c'est pas forcément une ligne d'espoir, mais la recherche actuelle dans la matière mobilise des fonds financiers incroyables. Ça coûte, c'est par milliards. Et le problème, vous savez que lorsqu'on investit des milliards, surtout dans une logique de court terme aujourd'hui, on cherche un retour sur investissement. Donc ils veulent un retour sur investissement. Quand on crée des centres de recherche, comme dans la Silicon Valley par exemple, ça mobilise un nombre de chercheurs, des appareils techniques, etc., qui demandent des investissements absolument colossaux. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Ce qui peut couper l'herbe sous les pieds de ce genre de choses, c'est une crise financière. Ça, à vue humaine, elle est possible et même vraisemblable. Ça bouleverserait tout. Ça ne veut pas dire que ce sera un moment, on ne va pas danser le French Cancan, hein, mais ce sera un moment épouvantable. Parce que la prochaine crise, si elle vient, celle de 2007-2008, c'est de la rigolade. Hein. Et tout le monde le sait. Et je vois bien que dans toutes les lettres économiques que je reçois, même quelquefois de gens qui sont des défenseurs du système, de l'oligarchie financière, etc., ils s'inquiètent. Ils sont vraiment inquiets. Et quand ils sont inquiets, je suis content. Enfin, bon. Ensuite, bah, bien sûr, le miracle, un peu au fond, ce que sous-entend le cardinal Sarah. Il n'y a que l'Église. Et malheureusement, pour le moment, l'Église, elle n'est pas mobilisée là-dessus. Hein. D'accord, mais les autres ne peuvent c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Les autres ne peuvent rien fonder, c'est tout. Monsieur? Autre question. Oui, Bruno, vous avez parlé tout à l'heure de prophète. Il y en a eu qui s'appelle Marc Robin, là, qui a dit, la première fois qu'elle a vu le père Quinet, elle a dit le communisme, la franc-maçonnerie et le laïcisme ont sombré. Le communisme est déjà fait avec Jean-Paul II, entre autres. Il ne reste plus que le laïcisme et la franc-maçonnerie. Est-ce que justement l'histoire de l'état général de bioéthique, ça ne pourrait pas être une manière d'essayer de participer à cette idée de faire sombrer la franc-maçonnerie, entre autres? Parce que là, je trouve que Satan il fait erreur sur erreur. Là, dans ce cas-là, il n'y a que des mensonges et des avoirs. Et puis, il y a aussi une autre prophétesse qui s'appelle Marie, qui a dit dans son Magnificat, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Et là, je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment des superbes de manière extraordinaire. C'est ça. Oui, Je répondrai après. oui. Non, mais on entend bien eux. Mais là, on est dans le domaine du surnaturel. Et bon, heureusement. Mais comme le disait tout à l'heure Antoine de Crémier, quand on analyse les choses telles qu'elles sont, on ne peut être qu'effrayé. Et peut-être de fait, comme c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre question, il se peut que ces tentatives de transhumanisme soient le dernier coup que tente le laïcisme moderne et la maçonnerie. Mais jusqu'où pourront-ils aller? Heureusement, moi, je suis de ceux qui croient qu'il y a au-dessus une puissance supérieure et que Dieu restera toujours le plus fort. Oui, en fait, si vous voulez, c'est parfaitement satanique, pour parler clair. Hein. C'est évident. Et seulement, le diable, on le sait, il est porteur de lumière. Il est séduisant, c'est pas l'affreux Jojo. En ce qui concerne un prêtre, il n'y a pas très longtemps, m'a dit, mais tout ça vient, est-ce qu'il y a une origine, j'allais dire, un complot? Il y en a qui sont un peu complotistes. Je crois pas. Je crois pas. Ce sont des gens seulement qui ont une conception purement matérielle de l'être humain. Ça, c'est une certitude. Pour eux, le cerveau, c'est un ordinateur perfectionné. Point final.
il n'y a qu'à relire, j'ai pas eu le temps parce que je voulais pas que ce soit trop long, la Métrie, on l'a déjà. Hein. Donc pour eux, voilà, ils croient faire le bien. Et la raison pour laquelle, ça se fait pas souvent dans les conférences sur le transhumanisme, pour laquelle j'insiste qu'il y a un côté religieux, c'est précisément ce côté satanique en réalité. C'est une religion de substitution. Ah, complètement. La tour de Babel. On va faire le bonheur. Vous serez comme des dieux. C'est vieux comme le monde, ça va pas changer. Oui. Dans ton exposé, tu as prononcé un mot qui me revient à l'esprit, parce que je pense qu'il est central. C'est le mot hubris. Le mot Hubris. Oui. Et un vieux proverbe de l'Antiquité disait « Les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre ». Ça tourne autour de l'hubris. Tu as dit il y a un motif d'espoir, c'est une gigantesque crise financière qui, effectivement, on le sait maintenant, nous menace. Il y a une autre menace, un autre risque que prennent ces gens possédés par l'hubris, c'est l'excès de l'hubris et les erreurs que l'on commet quand on est trop sûr de soi. Les grands épisodes de gens possédés par l'hubris ont fini par s'autodétruire et se combattre les uns les autres et aboutir à l'échec final. C'est un motif d'espoir. Oui, non, mais tu as raison. Moi, à titre strictement personnel, mais de manière un peu irrationnelle, en toute honnêteté, je ne crois pas qu'ils y arriveront. Mais je suis bien obligé de constater, de vous dire ce qui se fait. Oui, bien sûr. Parce que c'est une réalité. Mais en jour ou l'autre, après, tu commettront des erreurs. Tu fais référence à l'hubris, à la démesure. Après l'hubris, vient toujours chez les Grecs Némésis, la vengeance. Effectivement, quand on a désarçonné d'une certaine manière l'ordre du monde, pour parler vulgairement, il y a un moment, ça nous retombe sur la gueule. Bon, c'est vrai, mais en même temps, voilà. Mais le risque, c'est que cette némésis fera souffrir beaucoup d'innocents. Ça, oui, ça, on est bien d'accord. Oui, une petite question. Vous avez parlé du retour sur investissement qui est attendu quand on investit des milliards, des machines qui remplacent l'homme, et de la recherche de la mortalité, c'est-à-dire une certaine quasi-éternité. Mais est-ce que vous n'avez pas parlé de l'euthanasie? Si, étant donné la croissance des coûts faramineux, les coûts de santé, si on n'a plus besoin de l'homme, il faut avoir des clients pour avoir quelque chose à vendre. Tous les vieux sont tous à euthanasier rapidement dans cette optique. Non, tous ceux qui ne sont pas les hommes parfaits. Alors, vous avez raison. Mais quelle est leur conception? Elle est déjà ancienne, celle-là. En 1995, à l'hôtel Fairmont, à côté de San Francisco, il y avait une réunion, c'était un peu un mélange, c'était pas le club de Davos, mais enfin ils étaient tous là. Hein. Ils sont tous là. Et une femme qui était directrice d'un fonds de pension prend la parole et dit il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de 40% de la population, c'était en 95, aujourd'hui c'est 20%. On a besoin de 40% de la population active pour faire tourner la machine. Question immédiate, quelqu'un dit les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Elle les appelait les surnuméraires, ceux qui servent à rien. Les epsilon. Voilà, les epsilon. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les nourrir et les distraire. D'où l'idée du revenu universel de base. N'allez surtout pas croire que c'est un truc charitable. Pas du tout. Il faut éviter que les gens se révoltent et qu'ils puissent avoir de quoi consommer un petit peu. Parce qu'en réalité, ils sont bien persuadés que les postes humains ou surhumains seront réservés à une catégorie très, très minoritaire de la population. C'est eux qui dirigeront. C'est 1984, là. On rejoint ces deux romans, etc. Enfin, c'est ça. Dans leur tête, c'est ça. Ils vont profiter pour leurs enfants, etc. C'est quand même curieux
de penser, vous vous rendez compte, parce qu'ils ne sont pas idiots, hein. C'est quand même extraordinaire de penser que la plupart des cadres, des GAFAM, etc., mettent leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas d'écran. Des écrans sont interdits pour leurs enfants. Ils en ont pas chez eux. Ça veut dire qu'ils sont conscients. Bien sûr. Et bien là, on revient à un petit côté satanique, quand même. Et alors, ce qu'on peut espérer, au fond, c'est peut-être aussi à travers des méandres qu'il est difficile de prévoir, une radicalisation, parce que là-dessus j'y crois, et ça viendra, de l'opposition entre l'Église et ces gens-là. Mais aujourd'hui, les évêques auraient une occasion merveilleuse de se mettre à la tête de la défense de l'humain, tout simplement. Et pourquoi attendre l'Église des laïcs? Des laïcs? Pourquoi attendre l'Église? Des laïcs d'abord. Parce qu'attendre les évêques, des laïcs. C'est vraiment extraordinaire. Mais alors, mon copain de Blanche a fait deux fois sa conférence à lui, qui est le scientifique, il attaque ça sur un autre plan que le mien. Il dit, il y avait, à chaque fois, il y avait l'évêque. Et là, je lui dis, mais comment ils ont réagi? Il m'a dit, tu sais, le premier, il n'a rien compris. Mais le rien. C'est pas flatteur. Et le second, il s'est dit, oui, bien sûr, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut... voilà. D'accord. Et ils ne sont absolument pas formés là-dessus. Ils ne sont pas formés là-dessus. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors j'ai eu le plaisir... Peut-être Monseigneur au petit. Peut-être parce qu'il a été sensible à ce genre de questions. Mais je me méfie un peu, je vais dire pourquoi. Je connais un prêtre qui desservait la paroisse de Puricard à Aix-en-Provence, qui est ma paroisse, qui est un type très bien. Il a été nommé évêque. Il est beaucoup moins bien. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont prisonniers de la logique bureaucratique de la conférence épiscopale et que il faut quand même se souvenir que entre eux, ils sont épouvantables. Il se trouve que on avait une amie avec laquelle on était parents, Chantal de Joibert, qui malheureusement est morte il n'y a pas longtemps, et qui a été nommée à un moment donné comme permanente à la conférence épiscopale. C'était une fille adorable qui était, on va dire, la progressiste de gentillesse. Mais elle était vraiment comme ça, sincèrement. C'était une fille absolument admirable. Et 2 ans après, je la revois, elle me dit, tu sais Antoine, c'est pire que ce que tu m'avais dit. Les évêques cathos, là, pas citer les noms, ce serait assez rapide, remarquez. Les évêques cathos, on trace un périmètre de sécurité autour d'eux quand ils arrivent. Et ils travaillent dans leur coin. On ne leur parle pas. Ils pourraient contaminer les autres. Ils en sont là. Et quand vous vous amusez à aller sur le site de la conférence épiscopale et que vous descendez au niveau des diocèses, que vous lisez les bulletins paroissiaux, les bulletins, etc., c'est absolument ahurissant. N'oubliez pas quand même, j'arrête là-dessus, n'oubliez pas quand même que après les manifs pour tous, la commission famille et société de la conférence épiscopale a publié un texte absolument hallucinant dans lequel il n'y avait pas un mot sur les manifs, pas un mot sur les veilleurs, pas un mot, rien. C'était intitulé « Apprendre à être minoritaire en démocratie ». Voilà, donc c'est voté, maintenant on va jouer dans la cour de récréation. C'est voté, c'est légitime, c'est voilà. C'est donc le contraire de la tradition. Ils sont ahurissants. Bon. Regardez qu'ils ont été C'est de voté, la croix c'est voté, c'est légitime. sur le vote, sur l'avortement en Irlande. Oui, ça c'est chouette. Vous avez qu'à voir si Vous voyez, dans la logique. Excuse-moi, Pardon. avant que le Némésis ne nous prenne à la gorge, que la crise que maintenant nous appelons de nos voeux devienne, quels sont les vaccins qui actuels, puisque en fait, je pense qu'on est déjà des cobayes
du transhumanisme, puisque tout le monde a un smartphone. Donc la collecte de données qui leur permettra d'élaborer leur base de données sont déjà effectives. Quels sont les petits gestes au quotidien qui nous permettraient de sauvegarder notre humanité? D'exister. Alors c'est vrai, vous avez eu, par exemple, je ne sais pas si c'est à cela que vous pensez, la querelle sur les compteurs Linky. Je ne me mêle pas de savoir scientifiquement s'il y a des ondes, si c'est mauvais pour la santé, je ne suis pas capable de le dire. Mais ce que je sais, c'est qu'en réalité, l'appareil sera connecté à tous les objets connectés de la maison. C'est-à-dire qu'en réalité, il réalise de collecte de données. Pour savoir quelles sont vos habitudes alimentaires, quelles sont vos habitudes, etc. Ce qui permettra de les vendre. Les données, c'est une richesse, ça se vend très cher. Par exemple, à une compagnie d'assurance, votre compagnie d'assurance qui vous dira, ben, monsieur, madame, vous vous nourrissez n'importe comment, vous avez des risques de telle maladie, donc j'augmente votre prime d'assurance. C'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement, on a pu s'y opposer, personnellement j'ai pas pu, parce que le compteur il est à 100 mètres, à mon avis ils sont venus, ils l'ont changé. Il n'y a que lorsque le compteur est à l'intérieur des maisons qu'ils n'ont pas le droit de rentrer si vous ne le voulez pas. Voilà, c'est un détail. Pour le reste, bah d'abord se connaître. Se connaître. Je sais bien que ça fait un peu communautariste, etc. Mais il n'empêche qu'on en a besoin. Parce que, faites pas d'illusions, alors ça c'est une analyse tout à fait personnelle. Imaginez la crise financière, la vraie. Vous allez au distributeur, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Et les gens vont devenir fous. Dans les supermarchés, je me souviens, avant la première guerre contre l'Irak, mon épouse va faire quelques courses habituelles, il n'y avait plus de sucre. Je vois pas très bien le rapport entre l'Irak et le sucre. Hein. Bon, il n'y avait plus de sucre. Et alors, elle demande c'était au casino, elle lui demande au type, mais il n'y en a plus. Elle m'a dit, vous ne savez pas, ils étaient prêts à s'entretuer pour avoir du sucre. Il n'y avait pas de pénurie, il n'y avait rien. Donc ça va être assez épouvantable, c'est à prévoir, et dans ces cas-là, je sais que c'est pas un grand succès de civilisation, mais on revient en tribal. Oui. On revient en tribal. C'est-à-dire, qui est mon ami? À qui je peux faire confiance? Et c'est comme ça qu'on reconstitue des cercles concentriques qui sont appelés à s'élargir, et c'est comme ça qu'ont été constituées beaucoup de nations, d'ailleurs, y compris la nôtre en grande partie, plus après le pouvoir royal qu'il a fait, mais c'est vrai. On n'a pas le choix. Donc, on en parle comme ça, en théorie. On dit, oh là là, ça risque d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Nous ne faisons rien. Parce que ça fait... Alors c'est vrai, on dit ça fait complotiste, et puis c'est toujours été un problème. On dit, la fin du monde va arriver demain, je monte me réfugier sur la montagne, et puis comme elle n'arrive pas, il faut bien que je redescende, à un moment donné. C'est toujours le problème de ces prévisions un peu catastrophistes. Tant que l'orage n'éclate pas, tant que la catastrophe ne vient pas, on a l'air ridicule. On vous dit, attends, plus le temps que vous nous dites ça, ça suffit, c'est fini, etc. Voilà. Bon. Le seul truc, pour moi, sur la crise financière, c'est que tout le monde sait que la dette mondiale augmente 2 fois plus vite que le PIB. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour se dire qu'il y a un problème quelque part. Et la crise financière, tu me diras si aura un mérite, à mon avis. C'est de détruire les effets de prédation des gens comme George Soros et un certain nombre de fonds, etc. La crise grecque a été une crise entièrement provoquée. Jusqu'en 2009, les instances internationales, y compris le FMI,
tire un peu le signal d'alarme, mais sans plus, c'est pas la catastrophe. En janvier 2009, les dirigeants de 5 fonds de pension, dont George Soros, se réunissent dans un restaurant à New York. Et ils décident d'attaquer la dette grecque. Parce que vous savez qu'on peut gagner, c'est le casino, on peut gagner beaucoup d'argent en jouant quelque chose de la baisse. C'est ce qu'ils ont fait. Autrement dit, ces crises sont souvent l'effet de stratégies spéculatives. Elles n'arrivent pas comme ça par hasard. Voilà. Je ne crois pas que George Soros ait poussé les Grecs à maquiller leur compte. Ah non, mais ça, c'est pour rentrer dans l'euro. Non, mais enfin, au-delà de la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dis de manière Je ne simple, pense pas que George Soros ait poussé les Grecs à maquiller leur compte. Je ne pense pas que George Soros ait poussé un certain nombre d'acteurs économiques des Grecs à foirer d'un point de vue économique. Goldman Sachs les a aidés aussi. Oui. Mais absolument pas pour leur imposer un modèle libéral. Ben, ce qui s'était passé précisément, c'est que Goldman Sachs, qui avait trafiqué les comptes de la Grèce pour qu'ils puissent rentrer dans l'euro, Goldman Sachs a filé la réalité des comptes grecs à ses copains, dont George Soros. Ils n'ont pas maquillé les comptes grecs en l'occurrence, ils ont vendu des produits financiers véreux, c'est différent. Ah non, ils ont maquillé. D'accord. Oui, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, une dernière question. Merci. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Une dernière question. On a soi-disant fait la lecture complète de l'ADN. Mais je suis quand même surpris, c'est un système quaternaire, c'est même plus du binaire, qu'on en connaisse toutes les implications dans la programmation et la création d'un corps humain. Ça me semble... on nous fait des promesses, on dit ça y est, on a réussi à lire l'ADN, mais on n'en connaît pas le code, on n'en connaît pas les résultats dans la construction d'un homme. Alors, pour un peu de modestie, ce serait bien d'avoir des essais avant et après une expérimentation. Oui. Non, mais tout à fait. C'est vrai, oui, tout à fait. Tout à fait. Et très heureusement, ils disent qu'ils savent tout, oui. Mais tout honnête homme sait qu'en fait, qu'est-ce que je sais que je ne sais rien. Oui, on sait très peu de choses. Ils ne maîtrisent pas tout, hein. Oui, voilà. Ça c'est sûr. Il faut les mettre devant au pied du mur. Enfin, Ah oui, non, c'est vrai. Enfin, ils maîtrisent quand même pas mal de choses. Oui, enfin, planification. Bon, écoutez, on remercie beaucoup Antoine pour cette conférence absolument. Alors, comme d'habitude, vous avez un verre qui vous est servi, et puis vous avez le présentoir avec les publications récentes, et en particulier le dernier Politique Magazine. Et enfin, je vous dis que nous recommencerons, alors sauf si tout explose, nous recommencerons dès le mois d'octobre nos réunions des mardis de Politique Magazine. Alors j'étais heureux ce soir de voir qu'il y avait quelques étudiants, quelques jeunes gens, et je leur demanderai de faire venir leurs amis, si c'était possible, aux prochaines réunions, parce que nous avons eu un cycle cette année, pour ceux qui l'ont suivi, qui était vraiment, vraiment remarquable. Et c'est dommage que ça ne profite pas, surtout à la jeunesse. Merci beaucoup. Et encore merci Antoine.